Les événements de la série se déroulent au Japon. Notre protagoniste s'appelle Harisu. C'est un joueur typique, passant des heures devant son ordinateur à jouer et en plus il est sans emploi. Harisu vit avec son frère cadet et son père. Leur mère a quitté la famille. Contrairement à Harisu, son frère cadet ne passe pas ses journées devant l'ordinateur, il travaille. Il a même proposé son aide à Harisu pour chercher un emploi, mais ce dernier refuse de se rendre à un entretien. Le frère cadet affirme qu'en dehors des jeux vidéo, il existe une vie réelle et qu'Harisu n'en aura jamais. Il déclare qu'il ne compte plus lui donner d'argent et le traite de parasite. Leur père partage ses sentiments, exhortant le frère cadet à ne plus financer Harisu. Lassé des reproches constants à propos de son comportement de parasite, Harisu décide de quitter la maison et écrit à son ami Karube. Pendant ce temps, Karube se trouve dans un bar, mais il ne travaille pas. Il flirte avec la petite amie de son patron. Soudainement, son patron apparaît dans le bar. Un conflit éclate entre Karube et le patron, au terme duquel Karube l'emporte, mais perd son emploi. N'ayant pas reçu de réponse de Karube, Harisu écrit à son second ami, Shota. Cependant, Shota ne remarque pas le message, car il remet à contre-cœur une liasse d'argent à sa mère qui est sans emploi. N'ayant reçu de réponse de ses amis, Harisu commence à jouer avec un Rubik's Cube sur son téléphone, révélant qu'il n'est pas seulement un accro des jeux vidéo, mais aussi un génie capable de résoudre rapidement des casse-têtes complexes. Peu après, dans un chat de groupe, Karube informe ses amis qu'il a été licencié, mais, à en juger par son humeur, il ne semble pas trop y tenir. Les amis conviennent de se retrouver à la station de Shibuya pour boire du saké dans un café local. Une fois réunis, le trio se rend compte qu'il est encore tôt et que les bars servant du saké sont fermés. En observant la foule animée, Shota plaisante en disant qu'il serait amusant qu'une apocalypse zombie éclate. Harisu rétorque qu'en pareille circonstance, le seul survivant serait Karube, car il est un combattant expérimenté. Toutefois, Karube affirme que ce serait Harisu qui survivrait grâce à son intelligence capable de déjouer tous les obstacles. Karube demande à Harisu de commencer à mener une vie correcte et de trouver un emploi, mais celui-ci refuse. Alors ce Karube soulève Harisu sur ses épaules et marche avec lui directement au milieu d'un passage piéton. Shota commence à les filmer avec son téléphone. Leur élan tumultueux attire de nombreux regards, puis le bruit d'un klaxon les ramène à la réalité. Ils se retrouvent inconsciemment au milieu de la route. À cause des garçons, un accident de la circulation se produit. En apercevant des policiers, le trio s'enfuit et se cache dans les toilettes du métro. Dans les toilettes, ils continuent tant de rire, mais soudain la lumière s'éteint et leur téléphone cesse également de fonctionner. Au bout d'un moment, ils entendent quelqu'un frapper désespérément à la porte de la cabine. N'osant émettre le moindre son, ils attendent que tout se calme. Lorsque le silence revient, ils sortent des toilettes et se retrouvent complètement stupéfaits. La station de métro, qui était animée quelques minutes auparavant, ne compte désormais pas une seule âme, comme si la ville avait été aspirée par un aspirateur. Le centre commercial est également désert. Karube retourne au bar d'où il a été licencié. Shota se précipite vers l'entreprise E.T. où il travaille, mais il découvre que le bureau est complètement vide. En regardant par la fenêtre, il comprend que toutes les personnes ont disparu de la ville. Harisu arpente les rues à la recherche de quelqu'un, mais il ne trouve personne. À la tombée de la nuit, il s'assoit sur le trottoir et se demande s'il ne pourrait s'agir d'un exercice en vue d'une guerre nucléaire. Harisu et Shota commentent que si toutes les personnes disparaissent, ce ne sera pas si mal. Il ne sera plus nécessaire de travailler, on pourra manger et boire à volonté. Karube ne partage pas leur enthousiasme, car sa bien-aimée Saya, la même petite amie du patron du bar à qui il comptait faire sa demande, a disparu. Soudain, un écran à cristaux liquides s'allume sur le bâtiment derrière eux avec l'inscription « Bienvenue, le jeu va bientôt commencer ». Le bâtiment incite ensuite les joueurs à suivre les flèches. Le groupe remarque une lueur rouge au-dessus d'un vieux bâtiment. Tous trois se précipitent vers cette lueur et, en suivant les flèches, arrivent jusqu'à un ascenseur près duquel se trouvent plusieurs téléphones. Lorsqu'ils saisissent l'instant téléphone, la reconnaissance faciale s'active automatiquement, indiquant que l'inscription au jeu se terminera dans 2 minutes. À ce moment, une femme nommée Shibuki apparaît au bout du couloir. Elle prend le badge de Shota dans la poche de sa chemise et le jette. Le badge est instantanément brûlé par un laser. Shibuki explique qu'ils ne pourront plus partir. Dès lors que les joueurs ont pénétré sur l'arène du jeu, il n'y a plus de retour possible. Harisu va examiner le laser qui, soudain, perce le plafond. Il comprend qu'il est réellement impossible de s'en échapper. À cet instant, une lycéenne leur court à la rencontre. Les 3 hommes tentant de l'en empêcher afin qu'elle ne franchisse pas la limite du laser. Mais il est trop tard. Elle franchit la ligne et devient la 5e participante au jeu à venir. Bientôt, une voix se fait entendre dans le téléphone, annonçant que l'inscription est terminée et que le jeu, intitulé « Vie ou sommeil », commence. La difficulté du niveau est le 3 de trèfle, mais personne ne comprend ce que cela signifie. Soudain, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. La première à entrer est Shibuki, suivie par les autres joueurs. Lorsque les portes de l'ascenseur se rouvrent, un message apparaît sur leur téléphone. Ils disposent de 2 minutes pour traverser la salle. La tâche consiste à choisir la bonne porte dans ce délai. Le compte à rebours commence. Devant eux se dressent 2 portes, l'une ornée de l'image d'une fille d'animé symbolisant la vie, l'autre arborant un crâne symbolisant le sommeil. Shota estime qu'il s'agit
s'agit d'une sorte de canular et commence à filmer avec son téléphone. Il demande à Harisu ce qui se passera s'ils choisissent la mauvaise porte. Shibuki ne répond pas, insistant sur le fait que la porte doit être la bonne. Soudain, une épaisse fumée commence à s'élever du sol. Le téléphone avertit qu'il ne reste que 30 secondes. Désireuse de mettre fin rapidement au jeu, la lycéenne ouvre la porte vie. Dès qu'elle entre, un faisceau laser la frappe. Shibuki ouvre la porte sommeil et y entre. Karube et Harisu la suivent. Voyant que Chota reste encore sous le choc, Harisu le tire rapidement par la main. À peine ont-ils refermé la porte qu'une flamme jaillit du sol. Dans la nouvelle salle, le téléphone indique que le temps imparti pour la traversée est d'1 minute et 50 secondes. Devant eux se dressent de nouveau 2 portes, le choix restant identique, la porte vie ou la porte sommeil. Shibuki annonce que dans ce jeu, quel que soit le choix de la porte, une victime doit être désignée dans le temps imparti. Personne ne veut s'offrir en sacrifice, mais le temps file. Tandis que tous débattent et refusent d'ouvrir une porte, une fumée épaisse commence de nouveau à s'élever du sol. Harisu décide de prendre le risque en tentant d'ouvrir la porte sommeil, mais il change d'avis au dernier moment. Karube prend l'initiative et choisit d'ouvrir la porte vie, à condition que la prochaine ouverture soit effectuée par Shibuki. La porte se révèle sûre et l'hypothèse de la jeune fille s'avère erronée. Le temps imparti pour la nouvelle salle est d'1 minute et 40 secondes. Pour chaque salle réussie, 10 secondes sont déduites. Cette fois-ci, Karube crie à Shibuki d'ouvrir la porte, mais hélas, c'est prise de peur. Alors, Karube en appelle à Harisu pour trouver une solution, affirmant qu'il est un génie capable de résoudre aisément des énigmes qui laissent ses amis perplexes. Harisu répond que ce n'est pas un jeu, mais Karube persiste et exerce une pression sur lui. Dès le début de la série, on nous montrait qu'en plus de ses disques informatiques, Harisu possède une multitude de livres sur la géométrie fractale. Autrement dit, bien qu'il soit un accro, il est également un intellectuel. Malgré les demandes pour Crandelaine de Karube de se ressaisir, la panique l'emporte sur Harisu. Il hurle que rien n'y fera. Lorsqu'il ne reste que 10 secondes, Harisu parvient à résoudre l'énigme. Il ouvre d'un geste assuré la porte sommeil et constate qu'elle est sûre. Il se précipite alors dans la 4e salle où le compte à rebours recommence. Cette fois, il dispose d'1 minute et 30 secondes pour choisir la porte suivante. Harisu explique aux amis qu'une voiture était garée entre les bâtiments du jeu. Sa longueur est de 4 mètres et 94 cm. La longueur du bâtiment correspond approximativement à celle de 4 voitures de ce type, soit environ 20 mètres. Harisu esquisse rapidement une carte et détermine que la prochaine porte à choisir est la porte sommeil. Lorsque le temps restant n'est que de 10 secondes, tous se ruent vers la porte sommeil et se sauvent à nouveau. Les jeunes ressentent une lueur d'espoir. Grâce à Harisu, ils ont réussi à franchir plusieurs portes. Cependant, peu après, il se fige en apercevant devant lui un mur dépourvu de portes. Harisu explique que la dernière porte aurait dû être devant eux, menant vers l'extérieur, mais les sorties ne se trouvent que sur les côtés. Le protagoniste comprend alors qu'il a omis quelque chose. La pièce commence à se remplir de gaz et il ne leur reste que 30 secondes. C'est alors qu'Harisu se souvient que Chota enregistrait la scène en vidéo. En vérifiant rapidement l'enregistrement, il remarque que dans la salle ouverte par la lycéenne, il n'y avait pas de porte. Cela signifie que la salle n'est pas carrée, mais divisée en 2 parties. Ils doivent désormais atteindre précisément la seconde moitié de cette salle. Quand il ne reste que 5 secondes à la fin du jeu, Harisu et ses amis se jettent vers la porte, vite. Chota, qui court en dernier, se brûle la jambe à cause du feu. Dès qu'ils entrent dans la nouvelle salle, commence le compte à rebours de 10 secondes. Harisu ouvre la dernière porte sommeil et parvient avec succès à faire sortir les autres. La salle s'enflamme instantanément. Harisu et ses amis courent dans un couloir étroit, puis descendent par l'escalier du bâtiment. Ils reçoivent sur leur téléphone un message de félicitations pour avoir réussi le niveau. Shibuki remarque une carte de jeu et la ramasse sur la table. 1 minute plus tard, un nouveau message apparaît sur leur téléphone. Ils ont obtenu un visa pour 3 jours, leur permettant de ne pas participer au jeu pendant cette période. À cet instant, un homme titubant s'approche d'eux, annonçant que son visa a expiré. Il avertit les jeunes que, quel que soit le nombre de niveaux qu'ils réussissent, le jeu n'aura pas de fin. À peine a-t-il fini de parler qu'un rayon laser le frappe. Shibuki comprend aussitôt que tous les joueurs dont le visa expire sont éliminés par un laser. Pour survivre, ils sont obligés de continuer à participer au jeu. Soudain, plusieurs rayons laser tombent du ciel sur la ville, témoignant que de nombreux joueurs ensemble ont été éliminés du jeu. Sur le toit d'un des bâtiments se tenait une jeune fille Il avait lu sur internet qu'une telle arme était capable d'anéantir instantanément toute l'électronique de la ville si elle était lancée dans la stratosphère. Harisu se demande, si tel est le cas, pourquoi les téléphones portables qu'ils utilisent dans le jeu continuent-ils de fonctionner ? Dès qu'il exprime ses doutes, son téléphone s'éteint soudainement.
Pendant qu'Arisu et Shota tentent de trouver ne serait-ce qu'un appareil électronique fonctionnel, Karube, accompagné de Shibuki, se rend dans un centre commercial. Karube prend dans un supermarché un poignard pour l'autodéfense, tandis que Shibuki trouve un réchaud à piles. Ainsi, il découvre que les appareils fonctionnant sur piles continuent de marcher. Il se prépare un repas chaud et mange. Shibuki raconte qu'elle est entrée dans le jeu il y a 3 jours et qu'elle a déjà participé à l'un d'eux dans le métro, où du gaz avait été utilisé. À l'époque, elle fut la seule à survivre. Arisu trouve cela étrange puisque les gens ont disparu seulement hier. La seule chose dont il est certain, c'est qu'en coulisses, un maître du jeu contrôle le jeu et les surveille. Shota avance la théorie que, peut-être, on leur a implanté des microchips dotés d'un système de géolocalisation. Shibuki mentionne qu'un jour, une entreprise technologique scandinave avait commandé à ses employeurs un projet de création d'une réalité virtuelle identique au monde réel. Shota insiste sur le fait qu'il ne confondrait jamais le monde virtuel avec la réalité, car ces brûlures sont bien réelles. Le soir, Karube propose à Arisu de se rendre au jeu le lendemain à 2, sans les autres, afin d'apprendre à s'adapter et à gagner. Karube déclare que Shota est actuellement un fardeau à cause de ses brûlures, et que, s'ils n'apprennent pas à gagner par eux-mêmes, ils ne parviendront certainement pas à protéger leur ami. De plus, il est possible de trouver un médecin grâce au jeu pour soigner les brûlures de Shota. Arisu accepte cette proposition. Le lendemain, lorsque la nuit tombe, dans un immeuble résidentiel de 7 étages, la lumière s'allume soudainement. Usagi entre dans le jeu, la même jeune fille que nous avons vue sur le toit de l'un des bâtiments de Tokyo. Un débutant, coiffé d'une casquette, s'approche des participants et demande où sont passés tous les habitants de la ville. Pendant qu'il parle, apparaît un homme robuste nommé Aguni. Bientôt, Arisu et Karube rejoignent le groupe, indiquant que l'inscription est terminée. Il y a 13 participants et le jeu va commencer d'un moment à l'autre. Le niveau de difficulté est 5 de pique. La couleur de la carte détermine le genre du jeu. Les piques correspondent aux jeux de force et d'endurance, les trèfles aux jeux d'équipe, les carreaux aux jeux de vivacité d'esprit, et la couleur la plus redoutable, les cœurs, est associée à la trahison. Il fait tort de trouver une zone de sécurité dans le complexe résidentiel en 20 minutes. S'ils n'y parviennent pas, ils perdront et l'immeuble sera détruit. Il reste 2 minutes avant le début du jeu. L'agent immobilier tente de se lier d'amitié avec Arisu et Karube. Après que chacun s'est dispersé aux différents étages, le jeu commence. Le téléphone informe tous les joueurs que le poursuivant est arrivé. Avant, ce dernier repère Usagi grâce au son et elle est obligée de fuir. Usagi grimpe jusqu'au 5e étage par une conduite. Grâce à ses compétences d'alpiniste, elle se déplace aisément entre les étages. Il reste 8 minutes avant la fin du jeu. Lorsqu'un débutant s'apprête à ouvrir une porte, des coups de feu retentissent. Le débutant est tellement effrayé qu'il se recroqueville dans un coin et n'ose plus bouger. Arisu le tire vers un lieu sûr. Il reste 6 minutes avant la fin du jeu. Karube demande à Arisu et aux débutants de combattants professionnels et le vainquent en combat rapproché. Ensuite, Karube tente d'éliminer le poursuivant à l'aide d'un poignard, mais celui-ci le repousse à nouveau. Le poursuivant sort alors son machette pour éliminer Karube du jeu et parvient même à le blesser. Mais au dernier moment, Aguni intervient de nouveau et lui assène un coup de pied. Pendant ce temps, Arisu cherche un appartement sûr, se souvient qu'il n'y a eu qu'un seul moment où le poursuivant avait tiré sur une personne à un autre étage et en suivant les harcèle s'il pouvait simplement attendre ici pour garder la salle. Mais avec les 3 minutes restantes avant la fin du jeu, ils n'ont d'autre choix que d'entrer. Les jeunes hommes pénètrent dans l'appartement, mais à l'intérieur se trouve un autre homme au masque de cheval. Arisu repousse le jeune homme aux cheveux argentés pour le sauver. Ce dernier profite de l'instant et assomme le poursuivant avec un électrochoc. Mais l'homme au masque de cheval se remet rapidement et recommence à leur tirer dessus. L'autre pièce de l'appartement, où des boutons sont disposés sur différents murs et doivent être actionnés simultanément. Il comprend qu'il s'agit bien de cette salle et que, pour réussir le niveau, il faut activer les 2 boutons en même temps. 406 jeu. Le second homme au masque de cheval n'a pas l'intention d'attendre les autres joueurs et fait irruption dans la salle 406. Arisu engage alors un combat avec lui. Ce poursuivant n'est pas aussi imposant que le précédent, ce qui donne à Arisu une chance de résister. Le jeune homme aux cheveux argentés lui tend un électrochoc, avec lequel elle assomme le poursuivant. Dans la dernière seconde, Arisu et Usagi appuient sur les boutons, arrêtant ainsi le chronomètre. Ensuite, un message de félicitations pour avoir réussi le niveau apparaît sur leur téléphone. Les joueurs retirent le masque de l'un des poursuivants, découvrant qu'une femme tout à fait ordinaire se cache en dessous. Cette information était destinée à Aguni. Lorsque Karube se retourne, il remarque qu'Aguni a déjà disparu. Pendant ce temps, Shibuki observe Chota en train de prier et lui demande s'il croit en Dieu. Chota répond que non, mais que sa mère, profondément religieuse, lui a valu de nombreuses moqueries à l'école. Il a été sauvé par Arisu et Karube. Karube était fort, savait se battre et protéger Chota, tandis qu'Arisu était intelligent et venait d'une famille influente. Arisu se sent coupable que la femme au masque de cheval soit éliminée du jeu. Usagi lui rétorque qu'ils participent au jeu contre leur gré
libéré et qu'il n'est donc pas responsable. Après cela, Usagi s'en va. Le jeune homme aux cheveux argentés découvre sur la veste de la femme un dessin étrange composé de nombreuses lignes dont la signification sera révélée plus tard. Le visa de Shibuki expire aujourd'hui. À cet instant, Arisu et Karube reviennent du jeu. Chota accueille ses amis avec joie. Dans la scène suivante, Karube raconte aux autres joueurs la voix émanant de la radio qui mentionnait la plage. Ils pensent que s'ils parviennent à atteindre la plage, ils pourront retrouver les autres personnes. L'équipe décide de se rendre à la plage la plus proche, mais Shibuki remarque que le chemin est long et que Chota ne pourra guère parcourir une telle distance à cause de sa grave blessure à la jambe. De plus, les visas de Shibuki et de Chota expirent aujourd'hui, il leur faut donc d'abord gagner des jours supplémentaires, puis partir à leur recherche. Arisu continue de ressentir de la culpabilité à cause de la femme au masque de cheval. Dans sa confusion, il prend brièvement Shibuki pour elle. Arisu avoue à Shibuki que, la nuit précédente, une personne avait été éliminée du jeu à cause de lui. Shibuki lui répond qu'elle se sentait exactement comme lui lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans le jeu. Karube retourne au bar où il travaillait autrefois et y trouve une alliance dissimulée qu'il avait achetée pour Saya, la femme qu'il aime. Karube est convaincu que toutes les personnes ont été évacuées et se trouvent sur la plage. Il envisage d'offrir l'alliance dès qu'ils y arriveront. À la tombée de la nuit, un écran sur la place s'allume et informe les joueurs du lieu de la nouvelle épreuve. Le groupe de 4 se rend au jardin botanique pour participer au jeu. Sur la table sont disposés des outils. Des marteaux, des haches et des ciseaux à boucher, ainsi que des lunettes de protection et des téléphones portables. Les joueurs doivent prendre n'importe quel outil et enfiler des lunettes munies de colliers. Ils soulèvent d'abord les téléphones, qui ordonnent alors de mettre les lunettes de protection. Dès que les participants les portent, les lunettes se verrouillent et ne peuvent être retirées avant la fin du jeu. L'inscription est terminée et nos héros deviennent les seuls participants d'un jeu de difficulté 7 de cœur, ce qui, selon le courtier, signifie une grande difficulté et un jeu basé sur la trahison. Le jeu s'avère être une partie de cache-cache. Le téléphone annonce qu'une personne sera le loup et les 3 autres, des moutons. Celui que le loup trouve devient le prochain loup. Le gagnant est le participant qui restera loup à la fin du jeu. Le jeu se termine au bout de 15 minutes. Le premier loup est Chota. Il tente désespérément d'enlever son collier. Arisu l'arrête en lui prévenant qu'une tentative de le retirer par la force pourrait provoquer une explosion. Lorsque Chota jette un regard à Arisu, ce dernier devient loup. Arisu se retourne vers Karube, qui se transforme aussitôt en loup. Shibuki comprend immédiatement les règles et, par ruse, obtient le statut de loup en forçant les autres à la regarder avant de s'enfuir. Karube poursuit Shibuki. Au cours de la poursuite, la jeune femme trébuche et Karube la rattrape. Il essaie de la forcer à le regarder, mais Shibuki refuse, ne voulant pas transmettre le statut de loup. Cependant, au cours de la lutte, elle croise accidentellement le regard de Karube, qui devient alors loup. À cet instant, Arisu apparaît. En échangeant un regard avec Karube, il devient le prochain loup. Arisu tente de calmer Karube et Shibuki en leur proposant de s'unir pour réussir le jeu. Mais voyant qu'on ne l'écoute pas, il se retourne et s'enfuit. Arisu se cache, ce qui amène Karube à penser qu'il les a trahis. En entendant le conflit entre ses camarades, Chota se met à prier, les larmes aux yeux, implorant l'aide de Dieu. Pendant ce temps, Karube et Shibuki coincent Arisu dans un coin. Shibuki supplie Arisu de lui donner une chance de gagner. Alors qu'elle se jette sur lui avec un couteau, Chota apparaît et la fait tomber. Il crie à Arisu de s'enfuir. Arisu s'échappe puis tente d'enlever ses lunettes de protection, sans succès. Il saisit une pince pour couper le collier, mais se souvient de la femme qui portait un collier et renonce. Ayant perdu tout espoir, Arisu se met à pleurer en se remémorant les paroles de son père, selon lesquelles la principale différence entre lui et son frère était que ce dernier avait un but pour lequel il était prêt à tout, tandis qu'Arisu n'en avait aucun. Ensuite, Arisu se remémore les moments heureux passés avec ses meilleurs amis, notamment lorsque Cheta avait un jour confié que son rêve était d'acheter un grand ranch en Australie et d'inviter Arisu et Karube à boire du saké jusqu'au petit matin. Il ne restait plus que 3 minutes avant la fin du jeu. Arisu décida de quitter le jeu volontairement. Il annonce à ses amis, via la radio intégrée au collier, qu'il représente tout ce qu'il a et qu'il est prêt à se sacrifier pour eux. Il appelle ses amis afin de leur transmettre le statut de loup, mais ceux-ci avaient déjà pris la même décision et restent silencieux. Cheta bâillonne Shibuki et se cache avec elle dans les buissons. Lorsqu'il ne reste plus qu'une minute, Karube confie qu'en étant avec eux, il a pu oublier tous ses problèmes. Cheta, en riant, supplie Arisu de terminer le jeu et de gagner malgré tout. Shibuki, touché par l'amitié des 3, accepte également son sort. Il ne reste plus que 30 secondes. Shibuki et Cheta s'étreignent. Arisu retrouve Karube pour lui transmettre le statut de loup, mais lui fait ses adieux avec un sourire. Quelques secondes plus tard, Karube est éliminé du jeu, suivi de Cheta et de Shibuki. Conformément aux règles, tous les joueurs, sauf le loup, quittent le jeu. Le jour suivant, Usagi, sorti pour se procurer de la nourriture, découvre Arisu et
étendu au sol. Elle lui demande ce qui ne va pas et il lui répond qu'il souhaite quitter le jeu. Usagi s'en va sans un mot. Le lendemain, elle retrouve Arisu au même endroit, trempé par la pluie. Puisque Usagi devient désormais le deuxième personnage principal, un bref flashback la concernant était présenté. On apprend que son père était alpiniste. Il avait même gravi l'Everest sans bouteille d'oxygène, ce qui est considéré comme un exploit. Usagi avait demandé à son père ce qu'il demanderait à Dieu, si Dieu existait. Il avait répondu qu'il souhaiterait que Dieu crée davantage de montagnes, que personne n'avait encore escaladé. Lorsqu'il lui demanda la même chose, Usagi déclara qu'elle aimerait que le temps s'arrête, car dans ce monde, seul son père et les montagnes l'acceptaient telle qu'elle est. Bientôt, des rumeurs circulèrent selon lesquelles le père d'Usagi aurait falsifié son ascension de l'Everest sans bouteille d'oxygène. Usagi fut alors la cible d'attaques médiatiques. Son père affirma n'avoir jamais menti, puis repartit conquérir l'Everest, mais cette fois, il ne revint pas. Par la suite, Usagi sombra dans une profonde dépression pendant plusieurs années. Revenons au présent. Arisu reprend conscience et comprend qu'Usagi l'a sauvé. Usagi se lève pour lui apporter le repas qu'elle a préparé et le pose à côté de lui. Il lui demande pourquoi elle a décidé de le sauver. Usagi lui répond que le corps d'Arisu manifestait une volonté de vivre. Dans un moment de désespoir, Arisu avoue que, à cause de lui, ses meilleurs amis ont été éliminés du jeu. Usagi lui rétorque qu'il ferait mieux de manger. Ensuite, elle part pour son jogging matinal. À son retour, elle constate qu'Arisu a mangé toute la nourriture. Usagi lui demande pourquoi il avait décidé de sauver tout le monde lors du jeu de la course-poursuite, en informant chacun de la position du poursuivant. Le jeune homme lui répond qu'il ne voulait tout simplement pas que quelqu'un soit éliminé du jeu. Usagi ajoute que sans lui, elle aurait été éliminée. C'est pourquoi elle avait décidé de l'aider. Après une brève conversation, Arisu finit par reprendre ses esprits. À la tombée de la nuit, il se dirige vers le lieu de la prochaine épreuve. Il s'agit d'un long tunnel dans lequel se trouve un autobus recouvert de graffitis. À l'intérieur se trouvent déjà 3 jeunes hommes, Sein, Takuma et Yaman. Ils expliquent comment s'être rencontrés lors d'une précédente épreuve et avoir ainsi franchi ensemble déjà 4 épreuves, bien qu'ils ne se connaissaient pas auparavant. Usagi remarque que Takuma présente une blessure à la jambe. Au même moment, leurs téléphones reçoivent une notification annonçant la fin de l'inscription, et le jeu intitulé Distance va commencer d'un instant. Le niveau de difficulté est 4 trèfles, nécessitant un travail d'équipe. La mission consiste à atteindre la ligne d'arrivée. Pour cela, il dispose de 2 heures, sans savoir où se trouve exactement la ligne d'arrivée. Takuma demande à ses amis de le laisser derrière, car il ne pourra pas courir à cause de sa blessure. Yaman se dirige vers l'avant de l'autobus pour tenter de le démarrer, mais découvre que le réservoir est vide. Agacé, Takuma insiste pour que les autres poursuivent le jeu sans lui, en disant à Yaman que sa femme l'attend à la maison. Le regard plein de douleur, il observe ses compagnons s'éloigner et s'installe au dernier rang, résigné à son sort. En le regardant, Arisu se souvient de ses 2 amis. Usagi dit à Arisu que Takuma a agi correctement, sinon elle aura tous perdu. Arisu et 3 autres commencent à courir en avant dans le tunnel. Après avoir parcouru 5 km, les joueurs aperçoivent devant eux une table avec des boissons et une pancarte indiquant Prendre na lutte de sang au point de ravitaillement. Sein, épuisé par la soif, tend la main vers une bouteille d'eau, mais Yaman l'en empêche. Au même instant, Arisu tente également de prendre de l'eau, mais Usagi remarque le regard de Yaman et comprend aussitôt qu'il souhaite qu'elle et Arisu boivent l'eau en premier pour la tester contre un éventuel empoisonnement. Usagi sort alors sa petite bouteille d'eau et la remet à Arisu. Après que ce dernier en a pris quelques gorgées, il remarque les regards envieux de Sein et Yaman. Le garçon au grand cœur leur propose de l'eau. Finalement, Usagi se retrouve sans eau. Les 4 poursuivent leur chemin. Au 6e kilomètre, ils tombent sur une multitude de voitures stationnées. Usagi, faisant preuve de vigilance, déclare qu'il y a quelque chose devant eux. Soudain, au milieu des voitures, apparaît une panthère noire. Les joueurs se dispersent dans toutes les directions. Yaman se cache sous une voiture. La panthère, trop imposante pour se faufiler sous le véhicule, saute sur le toit de la voiture et, apercevant Arisu et Usagi, se met à les pourchasser. Usagi trouve dans l'une des voitures une fusée de détresse et l'utilise pour faire fuir la panthère. Usagi, Arisu et Yaman s'échappant ensemble, tandis que Sein, malheureusement, reste en arrière. Yaman, tellement abattu, ne souhaite plus courir. Il confie qu'alors qu'il ne connaissait Sein et Takuma que depuis une semaine, il avait l'impression qu'ils étaient de vieux amis. Arisu parvient à inspirer Yaman à continuer en lui rappelant qu'il a encore une femme qui l'attend. À 8 km, Arisu remarque un vieux motocycle arrêté sur un camion. Malgré l'absence de batterie, le motocycle affiche un réservoir plein. L'équipe se souvient que l'autobus dans lequel avait débuté le jeu fonctionnait au diesel. Cela leur offre la possibilité de secourir Takuma, resté avec sa blessure à la jambe. Arisu insiste pour retourner le chercher seul afin de ne pas mettre en danger la vie des autres joueurs. Il est convaincu qu'il
réussira, car il reste encore 1 heure avant la fin du jeu. Arisu commence à pousser le lourd motocycle en sens inverse du chemin parcouru. En chemin, il aperçoit même San. Pendant ce temps, Usagi et Yaman poursuivent leur route vers l'avant. Ils découvrent de grandes grilles en fer et supposant qu'il s'agit de la ligne d'arrivée. Ayant décidé d'attendre ici Arisu et Takuma, ils constatent que le chronomètre affiche encore 15 minutes. Pendant ce temps, Takuma, résigné à son sort, est bouleversé de voir Arisu avec le motocycle. Il essuie ses larmes, n'en croyant pas ses yeux. Il ne reste plus que 5 minutes avant la fin du jeu. Usagi et Yaman entendent des bruits étranges. Soudain, des clous commencent à s'éjecter un à un de la grille en fer et l'eau se met à jaillir. Usagi et Yaman se retournent et se mettent à courir en arrière. Épuisé, Yaman s'effondre. Il ramasse une photographie montrant lui-même avec sa femme. Au dernier moment, il est emporté par le torrent et éliminé du jeu. Usagi court de toutes ses forces jusqu'à ce que, soudain, Takuma et Arisu apparaissent à bord de l'autobus. Arisu tend la main, attire Usagi dans l'autobus et referme la porte derrière elle. Au même instant, tout le monde est submergé par l'eau. Quelques instants plus tard, Usagi ouvre les yeux et se rend compte que les trois sont toujours en vie. Ils sortent de l'autobus et remarquent un graffiti sur sa carrosserie portant l'inscription « But ». Il s'avère que l'autobus était en réalité la ligne d'arrivée et que la distance indiquée sur le téléphone correspondait à l'écart entre eux et l'autobus. S'ils étaient restés sur place, le jeu se serait terminé immédiatement. Les téléphones reçoivent alors un message félicitant les joueurs pour avoir réussi le jeu. Takuma s'éloigne, mais Arisu l'interpelle en lui demandant où il se dirige. Takuma répond qu'il ne sait pas, tout en ajoutant que s'il restait dans le jeu, il se reverrait sûrement. Probablement, Takuma ne voulait pas être un fardeau pour le groupe à cause de sa blessure. Arisu confie à Usagi qu'il envisage de se rendre sur la plage pour trouver les organisateurs du jeu et rétablir l'ordre dans le monde. Ils montent sur un vélo et prennent la route. Arisu est dans le jeu depuis 16 jours et se fâche de n'avoir trouvé aucun indice concernant la plage. Il ne reste plus que 3 jours avant l'expiration des visas d'Usagi et d'Arisu. La nuit, ils dorment pour la première fois sous la même tente. On voit dans les yeux d'Arisu qu'il n'est pas habitué à être aussi proche d'une fille. Le matin, Usagi lui enseigne l'art de la chasse et le soir, ils observent des groupes de personnes se préparant pour de nouvelles épreuves. Arisu remarque que certains hommes portent les mêmes bracelets qu'Aguni et l'homme au bandeau. Le groupe monte à bord d'une voiture fonctionnant sans électricité et s'en va, suivi d'Arisu et d'Usagi. Debout sur un pont, Arisu aperçoit à l'aide de jumelles le mot « plage » inscrit sur un bâtiment de l'autre côté de la rivière. Soudain, quelqu'un surgit par derrière et les assomme. Ils sont emmenés dans un bâtiment portant l'inscription « plage » et interrogés sur les raisons pour lesquelles ils les espionnaient. Arisu explique qu'il cherchait la plage car il espérait qu'en y parvenant, il pourrait en comprendre où étaient peintes et passées toutes les personnes. En entendant cela, le leader surnommé le Chapelier fait son entrée et les salue. Le Chapelier leur ouvre alors une porte en bois derrière laquelle se dévoile une collection de cartes à jouer dont la plupart sont barrées. Il explique qu'il n'existe qu'un seul moyen de s'échapper de Borderland et de revenir dans le monde réel, rassembler toutes les cartes à jouer en participant aux épreuves. Selon lui, un jeu de cartes équivaut à une personne libérée. Cela signifie que les cartes doivent être collectées sans cesse, jusqu'à ce que chacun puisse rentrer chez soi. Ensuite, il parle de la plage qui a été créée dans le but de rassembler les cartes. Là-bas, il dispose montantes de carburant permettant d'éclairer la nuit ainsi que d'armes, d'eau, de nourriture, de saké. En somme, ils peuvent en profiter de la vie. Sur la plage, une hiérarchie stricte est établie. Celui qui rapporte le plus de cartes se classe le plus haut. Plus on est élevé dans la hiérarchie, plus sa chance de retourner chez soi survient rapidement. À l'heure actuelle, le numéro 1 est le Chapelier lui-même. La vie sur la plage est régie par 3 règles. Première règle, sur la plage, il faut porter un maillot de bain, ce qui empêche de dissimuler des armes et renforce la sécurité. Deuxième règle, toutes les cartes gagnées appartiennent à la plage. Troisième règle, les traîtres sont éliminés du jeu. Le Chapelier, ayant récupéré chez Arisu le 7 de cœur, était ravi, car cette carte leur faisait défaut. Grâce à cela, Arisu et Usagi sont immédiatement promus. La scène se déplace ensuite sur le domaine d'un hôtel, où se déroule une véritable fête. Les gens y vivent de chaque jour comme si c'était le dernier. Dès le soir, tous les joueurs sont répartis dans différentes épreuves. Arisu et Usagi sont envoyés dans des jeux distincts, et tous deux se promettent de gagner à tout prix. On montre en passant à quoi jouent les gens aujourd'hui. Usagi participe à un jeu d'allumettes. Chaque joueur dispose de 9 allumettes avec lesquelles il doit trouver différents chiffres dans 20 pièces obscures. Aguni prend part à une épreuve contre un tigre et le bat avec succès. Arisu, accompagné de la joueuse Anne, se rend dans un sous-sol pour participer à un jeu d'énigmes. Dans leur équipe, ce Jmol Lady se joignent une jeune fille nommée Ikari et un débutant qui avait déjà participé avec Arisu à une partie de cache-cache. Il s'avère que ce débutant fait lui aussi partie de la plage. 3 autres participants les rejoignent. Au total, 7 personnes participent au jeu. À cet instant, un message texte annonce la fin des inscriptions. Le jeu s'appelle L'Ampoule et sa difficulté est 4 carreaux.
L'objectif du jeu est de déterminer lequel des 3 interrupteurs allume l'ampoule. Règle du jeu. Les interrupteurs peuvent être actionnés autant de fois que souhaité, tant que la porte de la pièce contenant l'ampoule reste fermée. Une fois la porte ouverte, un seul interrupteur peut être actionné une seule fois. Si quelqu'un entre dans la pièce avec l'ampoule, la porte ne pourra plus être refermée. 4 tuyaux pompaient en continu de l'eau dans la pièce et des fils dénudés, sous haute tension, pendaient du plafond. Si l'eau atteignait ces fils, tous les participants étaient éliminés du jeu. Le jeu commença. Immédiatement après l'explication des règles, l'une des participantes décida de vérifier si les fils étaient en sous tension. Elle saisit l'un des fils dénudés à main nue et fut instantanément éliminée du jeu. Anne proposa d'ouvrir la porte et de tester successivement chacun des 3 interrupteurs afin de découvrir lequel allumait l'ampoule, mais Arisu refusa et ordonna de refermer la porte. Ensuite, elle tira le levier A, proposa d'attendre, remit le levier en position initiale et demanda d'ouvrir la porte. Lorsque celle-ci s'ouvrit, Arisu tira le levier B. La seule tentative de tirer le levier alors que la porte était ouverte ayant été épuisée, l'ampoule ne s'alluma pas. Ainsi la réponse n'était pas B. Arisu proposa de toucher l'ampoule. Hikari la toucha et se brûla, ce qui prouve que le levier A alimentait l'ampoule en courant. Si l'ampoule avait été froide, la bonne réponse aurait été C. Un message annonçant la réussite du jeu apparut sur les téléphones des participants. Arisu retourna à l'hôtel et retrouva Usagi, qui avait elle aussi brillamment réussi son jeu d'allumettes. Hikari s'approcha d'eux et confia que sa mère se trouvait à l'hôpital en ajoutant qu'elle devait absolument survivre. Soudain, Aguni et ses hommes, chargés du maintien de l'ordre sur la plage, firent irruption dans la piscine. Il s'avéra que les habitants de la plage étaient divisés en 2 factions, celle des idéalistes, dirigée par le chapelier, et celle des militaires, sous la direction d'Aguni. Le chapelier et Aguni contrôlaient ensemble la plage pour l'instant, mais un conflit entre eux pouvait éclater à tout moment. Pendant qu'ils parlaient, Aguni et ses hommes se dirigèrent droit vers Arisu. En apercevant la séduisante Usagi, Aguni ordonna à ses hommes de l'emmener avec eux. Arisu se leva pour les en empêcher. Hikari lui conseilla de ne pas provoquer les militaires, mais Arisu ne l'écouta pas et se mit à défendre Usagi. Aguni menaça alors de lui casser les jambes. À cet instant, le chapelier apparut et demanda à Aguni de ne pas toucher à Arisu, obligeant ce dernier à battre en retraite. Le chapelier convoqua tous les responsables pour une réunion et invita Arisu à s'y joindre. L'homme aux cheveux argentés était également présent, ce qui surprit Arisu. Lors de cette réunion, l'un des responsables de la plage annonça que la carte du Joker n'avait pas encore été trouvée et qu'il se pourrait même qu'elle n'existe pas. Parmi les cartes restantes, il ne restait que le 10 de cœur. Cela signifie que bientôt, le numéro 1, c'est-à-dire le chapelier lui-même, pourra rentrer chez lui. Le chapelier ordonna à Anne de poursuivre l'enquête sur les terrains de jeu à Tokyo et d'attendre l'apparition du 10 de cœur. Il ajouta qu'il partirait demain pour une épreuve, car il devait d'urgence prolonger son visa. Après la réunion, le chapelier invita Arisu chez lui et lui raconta qu'autrefois, il était le directeur d'un club pour hommes à Tokyo nommé Plage, d'où le nom de l'hôtel. On l'avait surnommé le chapelier en raison de sa passion pour les chapeaux extravagants. Il devenait évident que ce leader était un narcissique égocentrique, se considérant presque comme un dieu. Arisu partagea un whisky avec le chapelier. Le lendemain matin, il se réveilla avec une gueule de bois et partit recueillir des informations sur ce monde. Arisu apprit que les arènes de jeu n'apparaissaient qu'à Tokyo et que ceux qui tentaient de fuir la ville étaient éliminés du jeu par un laser. Il essaya de parler aux jeunes filles Momoki et Asahi, mais elles s'enfuirent immédiatement. Ensuite, Arisu entendit quelques coups de feu et vit des militaires s'éloigner d'un conteneur à ordures. En s'approchant, il fut choqué de découvrir les corps des joueurs éliminés. À cet instant, l'homme aux cheveux argentés et sa compagne Hikari apparurent. Il raconte sur la 3e règle du club, tous ceux qui refusent d'autant de rassembler les cartes sont qualifiés de traîtres et éliminés du jeu. Une fois monté sur le toit, l'homme aux cheveux argentés déclare se nommer Shishiya. Il demande à Arisu ce qu'il compte faire des informations recueillies. Arisu répond qu'il souhaite découvrir qui a organisé le jeu. Il espère revenir dans son monde ou, à tout le moins, renvoyer Usagi. Shishiya se moque de sa naïveté, mais affirme avoir un plan. Shishiya explique qu'en vivant selon les règles d'ici, Arisu a peu de chances de retourner dans le monde réel, car son numéro est de 315 et il lui reste une distance équivalente à celle séparant le numéro 1 de la Lune. De plus, tôt ou tard, Aguni cessera de supporter le chapelier et tentera de le renverser, ce qui engendrera le chaos. C'est pourquoi Shishiya propose à Arisu de se joindre à lui et à Hikari pour voler les cartes. Arisu en informe Usagi. Le soir, tous les joueurs font leurs adieux avec joie au chapelier, qui s'apprête à participer à une épreuve, car son visa expire. Le lendemain, le débutant annonce à Anne que le chapelier a été éliminé du jeu. Son corps a été retrouvé près de l'une des arènes et ramené à la plage. Un des responsables, portant des lunettes, déclare que, conformément aux règles, lui en tant que second dans le classement, doit assumer la direction. Cependant, Suguru,
l'un des subordonnés d'Aguni, objecte. Il insiste pour que le pouvoir soit transmis à Aguni et propose de procéder à un vote pour le désigner comme leader. Voyant que personne ne lève la main, Suguru signale à un homme tatoué d'user de la force afin d'intimider les responsables. Finalement, tous furent contraints de lever la main, acceptant de désigner Aguni comme le nouveau roi de la plage. Suguru exigea l'ouverture immédiate de l'enveloppe noire. Il s'avéra que toutes les cartes gagnées lors des épreuves étaient conservées dans le coffre-fort du chapelier. Le mot de passe y était inscrit sur une feuille de papier, scellée dans une enveloppe noire qui ne pouvait être ouverte qu'au changement de leader. Aguni, devenu le nouveau leader, ouvrit l'enveloppe, découvrit le mot de passe et la referma devant les responsables. Shishia raconta cela à Arisu et lui proposa de s'introduire dans la suite royale pour voler toutes les cartes du coffre-fort. Usagi prévint que, s'ils étaient pris, ils pourraient être éliminés du jeu en tant que traîtres. Mais Arisu était convaincu qu'avec le changement de roi, la cohésion de la plage finirait par se briser et que c'était le moment idéal pour mettre leur plan à exécution. Pendant ce temps, Suguru rassembla tout le monde dans la salle et annonça que le chapelier avait perdu l'épreuve d'hier et n'était pas revenu. Le nouveau roi de la plage était Aguni. Entre-temps, Arisu s'introduisit discrètement dans la suite royale et trouva le coffre-fort dans une armoire. Via la radio, il demanda à Shishia le mot de passe. Shishia déclara que le mot de passe était 82. Cependant, lorsque Arisu saisit le mot de passe, le coffre-fort ne s'ouvrit pas et l'alarme se déclencha. Aguni fit irruption dans la pièce avec ses hommes, suivi de Chishiya qui arborait un sourire narquois. Usagi fut également capturé. Chishiya avait piégé Arisu et Usagi afin de gagner la confiance d'Aguni. Sous les coups, Arisu perdit connaissance. Aguni remercia Chishiya pour son aide, mais son regard s'attarda involontairement sur un tableau représentant un cerf accroché au mur. Arisu reprend conscience, lié, la bouche et les yeux bâillonnés. On le laisse attendre la fin de son visa. Avant de partir, Suguru dit à Arisu qu'il s'en va organiser une fête avec Usagi. Arisu, désespéré, ne peut rien faire. Pendant ce temps, Anne extrait une balle du corps du chapelier et sombre dans ses pensées. Chishiya charge Ikari de surveiller la salle d'Aguni. Par radio, il lui confie que, lorsqu'ils ont capturé Arisu, il a remarqué qu'Aguni, habituellement imperturbable, ne cessait de regarder le tableau représentant un cerf accroché au mur. Chishiya en déduit que dans l'enveloppe noire se trouvait non pas un papier portant le mot de passe, mais l'image d'un cerf. Son intuition s'avère juste. Derrière le tableau, il découvre un coffre-fort qu'il parvient à ouvrir avec succès. Le mot de passe s'avère effectivement être 82. Suguru conduit Usagi dans l'un de ses appartements, mais, se défendant, elle lui mord la langue. À cet instant, la télévision de la pièce s'allume automatiquement. Chishiya, qui envisageait de s'enfuir de la plage, ressent quelque chose d'étrange. Il arrête Ikari, qui s'apprêtait à quitter les lieux, et jette son bracelet, lequel brûle instantanément. Il s'avère que la plage est complètement occupée par les organisateurs du jeu. Tout le périmètre est entouré d'un réseau laser rendant toute évasion impossible. La voix du présentateur retentit dans les haut-parleurs, annonçant une nouvelle épreuve pour tous les invités d'un niveau de difficulté 10 de cœur. Profitant du fait que Suguru et ses hommes se sont distraits, Usagi parvient à s'échapper de la salle. Tous les joueurs se rassemblent dans le hall où se trouve déjà le corps de Momoki, éliminé du jeu. Le présentateur annonce alors le nom de l'épreuve, Chassot Sansezere et Chasse-aux sorcières. Le principe est le suivant. La sorcière Wanditor, c'est-à-dire la personne éliminée à l'instar de Momoki, se cache parmi les joueurs. Pour gagner temps, il faut la trouver et la brûler sur un bûcher. La sorcière peut être de n'importe quel sexe. Le temps imparti pour accomplir cette mission est de 2 heures. Les organisateurs allument le bûcher et le jeu commence. Certains joueurs suspectent Asahi, la proche amie de Momoki. Suguru ordonne à ses hommes d'attraper Asahi et de la jeter dans le feu. Usagi et Mira, l'une des responsables de la plage, interviennent. Usagi affirme que personne ne dispose d'un alibi et qu'il est donc impossible d'accuser quelqu'un sans preuve. Tous les joueurs commencent tour à tour à expliquer ce qu'ils faisaient durant la dernière heure. Dans les mains d'Anne, on remarque une serviette tachée de sang, ce qui la rend suspecte. Cependant, Anne explique que le sang provient de l'examen du corps du chapelier. Elle a pratiqué l'autopsie et découvert que le chapelier avait été éliminé intentionnellement, mais que les responsables avaient décidé de dissimuler ce fait. Anne présente une balle extraite du corps du chapelier, affirmant que les stries qu'elle porte correspondent à l'arme contrôlée par la plage. Cela signifie que le chapelier a été éliminé par un membre de la plage. L'une des jeunes femmes suggère que la sorcière se cache parmi les militaires, mais à cet instant, un homme tatoué élimine la suspecte du jeu. Peu après, Aguni apparaît dans le hall. Il déclare qu'il faut d'abord gagner l'épreuve et exige que la sorcière se déclare volontairement, sinon tous ceux qui ne sont pas militaires seront jetés dans le feu. Suguru, d'humeur enjouée, tira un coup de feu en direction du plafond. La panique se répandit dans la foule et les gens commencèrent à se disperser. Usagi, accompagné d'Asahi, se précipita hors de la salle à la recherche d'Arisu.
Le débutant et un autre individu se portèrent également volontaires pour aider. Usagi et son groupe fouillèrent les pièces une à une, espérant retrouver Arisu. Dans l'une d'elles, Usagi découvrit un militaire assis dans une baignoire, armé et tremblant de peur, incapable de faire sortir ses amis de leur captivité. Le militaire révéla à Usagi qu'Arisu se trouvait dans ce bâtiment, tandis que le débutant reçut l'information, par l'intermédiaire d'une jeune femme, qu'Arisu était retenu au 4e étage. Au milieu du chaos, Shishiya et Ikari se réfugièrent dans une salle de surveillance. Ils remarquèrent qu'Anne fouillait quelque chose dans le bureau. Ikari s'approcha d'Anne pour lui demander ce qu'elle cherchait. Anne expliqua qu'autrefois, dans le monde réel, elle était médecin légiste dans la police de Tokyo. Elle ajouta qu'à l'aide de vapeurs provenant d'un mélange de supercolle, de poudre et de ruban adhésif, elle parviendrait à relever une empreinte digitale et ainsi découvrir qui avait éliminé le chapelier du jeu. Ikari décida de l'aider. Toutefois, leur chemin fut bloqué par un homme tatoué, expert dans l'art du katana. Ikari ordonna à Anne de continuer sans elle, promettant de s'occuper de cet homme. Pendant ce temps, les militaires mirent le feu à la rue pour traquer la sorcière, et le bâtiment se remplit de fumée. Arisu, tentant de se libérer, perdit connaissance au cours de la bagarre. Durant le combat entre l'homme tatoué et Ikari, ce dernier fut impressionné par son habileté. Un flashback nous révèle que Ikari est en réalité une femme qui fut autrefois un homme. Dans sa jeunesse, Ikari pratiquait les arts martiaux, mais son père, déçu par ses hésitations avant de porter le coup fatal à ses adversaires, l'expulsa de la maison en le qualifiant de trop doux. Par la suite, Ikari décida de changer de sexe. Peu après, l'histoire de l'homme tatoué est racontée. Autrefois écrivain ayant perdu le goût de vivre, il eut, après avoir participé à la première épreuve, la sensation pour la première fois d'être véritablement vivant. Cet événement transforma son image et sa vision du monde. Bien que tous deux méprisent leur passé, Ikari, contrairement à l'homme tatoué, aspire à retourner dans le monde réel où l'attend sa mère malade. Le combat se poursuivit et finalement Ikari triompha de l'homme tatoué. Pendant ce temps, Suguru, scrutant à travers le viseur d'une carabine de sniper, aperçut un jeune homme désemparé et se souvint de ses jours d'école où ses camarades se moquaient de lui. Soudain, Chishiya fit son apparition sur le toit et se moquait de Suguru, l'accusant de prendre plaisir à se moquer des faibles. Chishiya suggéra que la sorcière se trouvait parmi les militaires. Il déclara qu'il comptait éliminer du jeu tous les partisans d'Aguni, voire Aguni lui-même. Puisque Suguru éprouvait lui aussi de l'antipathie envers Chishiya, ils décidèrent de régler leurs différends. Suguru visa Chishiya avec sa carabine de sniper, mais ce dernier, dans un geste de diversion, lança un paquet de cartes à jouer et élimina Suguru du jeu à l'aide d'un briquet pistolet. Pendant ce temps, Arisu, inconscient, fit un rêve dans lequel il était assis dans un bar avec ses deux meilleurs amis, Karube et Chota, et il lui disait qu'en seul qu'il devait survivre, quoi qu'il en coûte. Soudain, Arisu se réveilla, rassembla toutes ses forces et arracha le ruban adhésif de sa bouche. Il cria à l'aide. Usagi, qui se trouvait à proximité, l'entendit et vint à son secours. Après avoir repris son souffle, on expliqua au héros les règles du jeu Chasse aux sorcières. Il ne restait plus qu'une demi-heure avant la fin du jeu. Puisqu'il s'agissait d'un jeu de cœur, Arisu, fort de son expérience des épreuves similaires, comprit que les organisateurs avaient l'intention de faire perdre tous les joueurs de la plage. Le débutant suggéra que la sorcière serait l'un des militaires, mais Arisu n'était pas d'accord. Aguni, en observant les corps des joueurs éliminés, jetés un à un dans le feu, se rappela du chapelier. Un flashback nous révèle que le chapelier était son vieil ami. Lorsque le chapelier apprit qu'Aguni était devenu officier, il le força à jurer de vivre longtemps, car Aguni restait son unique ami. À cet instant, Anne retira les empreintes digitales du poignard et fut stupéfaite par le résultat. Elle courut pour tout annoncer, mais fut abattue par les militaires qui cherchaient pour la sorcière. 15 minutes avant la fin du jeu, Aguni ordonna à ses hommes d'éliminer tous ceux qui n'appartenaient pas à la faction militaire. À ce moment, Arisu et ses amis pénétrèrent dans le hall. Arisu proposa à tous de s'unir pour retrouver la sorcière. Brusquement, après ces mots, Aguni s'approcha d'Arisu et commença à le battre. Usagi supposa qu'Aguni était la sorcière, arguant que, s'il n'en était pas une, il n'aurait aucune raison d'attaquer un joueur qui, manifestement, n'était pas une sorcière et qui, pendant tout ce temps, était resté lié en haut. Les autres joueurs commencèrent eux aussi à suspecter Aguni. En réponse aux accusations, Aguni ne chercha pas à se justifier et déclara qu'il était bel et bien la sorcière. Les militaires pointèrent leurs armes sur lui. Aguni s'approche de l'un d'eux en exigeant de tirer. Arisu intervint pour arrêter les militaires et affirma qu'Aguni n'était pas la sorcière. Il ajouta ensuite que la personne qu'Aguni avait éliminée n'était pas Momoki, mais le chapelier. Arisu put le constater dans le regard d'Aguni, car celui-ci reflétait la même douleur qu'il avait lui-même éprouvée lorsqu'il avait perdu ses amis et ne pouvait se pardonner. Arisu remarqua également que les militaires disposaient donc de suffisamment d'armes pour contrôler la plage depuis longtemps, mais qu'Aguni ne l'avait pas fait. Ainsi, Arisu en conclut qu'Aguni et le chapelier n'étaient pas ennemis, mais demeuraient de proches amis. Ensemble, ils retenaient des individus tels que Suguru pour éviter qu'ils ne deviennent incontrôlables. Cela s'avéra exact.
Dans un flashback, on montre qu'au début, le chapelier et Aguni avaient en créé une utopie sur la plage pour sauver les personnes sombrées dans le désespoir après leur arrivée dans ce monde. Cependant, le chapelier devint obsédé par les cartes. Lorsqu'il découvrit que certaines personnes accumulaient les cartes en secret, il les fit toutes éliminer du jeu. Par la suite, sur ordre du chapelier, tous ceux qui refusaient de céder leurs cartes étaient qualifiés de traîtres et éliminés du jeu. Aguni commença à comprendre qu'il ne pouvait plus supporter la transformation de son ami. Cette nuit-là, après avoir réussi une nouvelle épreuve, le chapelier convia Aguni à se rencontrer. Aguni avoua à un ami qu'il avait du mal à contenir Suguru et d'autres militaires qui voulaient le renverser. Aguni appela le chapelier à dissoudre la plage, affirmant que l'idée de revenir au monde originel par la collecte de cartes n'était qu'un beau mensonge inventé par le chapelier lui-même. Le chapelier se détourna et déclara avec douleur que parfois le roi doit prendre des décisions difficiles. Il pointa son pistolet sur Aguni. Lorsque le chapelier fut sur le point d'appuyer sur la détente, Aguni dut éliminer son ami en premier. De retour dans le présent, Arisu déclara qu'Aguni avait éliminé son ami et qu'il envisageait désormais d'éliminer tous les habitants de la plage. Les organisateurs des épreuves exploitaient son désespoir, et c'était là l'essence même du jeu de cœur. Aguni se présenta comme une sorcière, car il voulait partir avec son ami vers un autre monde. Usagi demanda alors qui était la véritable sorcière. Arisu suggéra que la sorcière était Momoki, qui s'était elle-même éliminée du jeu. Aguni qualifia les propos d'Arisu de délire et réaffirma qu'il était la sorcière. Dans un flashback, on montre qu'après avoir éliminé le chapelier, Aguni découvrit que son pistolet était dépourvu de balles. Le chapelier n'avait pas eu l'intention d'éliminer son ami, il voulait seulement l'effrayer. Cette révélation bouleversa Aguni, mais il était déjà trop tard. Asahi demanda à Arisu de jeter le corps de Momoki dans le bûcher pour clore le jeu. Puis elle se rendit au centre du hall et annonça à tous qu'elle était l'intermédiaire des épreuves. Aussitôt, un rayon laser descendit du ciel et Asahi fut éliminé du jeu. À cet instant, Anne entra dans le hall et informa que les empreintes digitales sur le poignard avaient été inversées, confirmant que Momoki s'était elle-même éliminée du jeu, car elle ne voulait plus aider les organisateurs. Les Game Masters s'emparèrent de cette information et transformèrent son geste en une véritable épreuve. Arisu dit à Aguni qu'il le comprenait comme personne d'autre et lui demanda de se calmer, afin que tous les sacrifices d'aujourd'hui ne soient pas vains. Lorsque le temps arriva à son terme, les joueurs se préparèrent à jeter le corps de la sorcière dans le bûcher pour clore le jeu. Mais soudain, des balles commencèrent à voler de loin. Suguru, se déplaçant à peine, se retrouva encore dans le jeu. Dans un accès de folie, il lança un flambeau dans le hall et se mit à tirer sans discernement. Usagi sauta habilement sur son dos, Arisu se précipita à son aide, mais Suguru les fit tous deux le tomber. Alors que Suguru visait Arisu, Aguni fit irruption et entraîna Suguru directement dans le feu. Il restait 3 minutes avant la fin du jeu. Les joueurs jetèrent alors le corps de la sorcière dans le bûcher. Arisu remarqua que le téléphone d'Asahi enregistrait la vidéo depuis tout ce temps et le prit avec lui. Peu après d'observation, tous reçurent un message annonçant la fin du jeu. Hikari, il s'avère, avait épargné l'homme tatoué et ne l'avait pas éliminé du jeu. Les jeux joueurs observaient pour la maison sur la plage, consumée par les flammes. Shishiya ramassa sur la table le 10 de cœur. Il ne lui manquait désormais plus que la carte du Joker. Le lendemain, Arisu visionna la vidéo sur le téléphone d'Asahi. Dans celle-ci, Asahi expliquait qu'elle et Momoki avaient participé à la conception des épreuves. Parfois, elles étaient les poursuivantes ou des joueuses, mais elles étaient constamment surveillées. Si elles avouaient aux joueurs qu'elles étaient intermédiaires, elles étaient éliminées définitivement du jeu. Dans l'enregistrement vidéo, on montrait également une base informatique où les organisateurs surveillaient chaque action des joueurs. Cette base se trouvait sous une station de métro. Arisu et Usagi se rendirent immédiatement à la station indiquée afin de retrouver les organisateurs. Ils découvrirent que les portes du métro étaient ouvertes. En entrant prudemment, ils constatèrent que tout le personnel du bâtiment avait été éliminé du jeu. Soudain, Shishiya et Hikari firent leur apparition. Arisu demanda à Shishiya comment il avait trouvé cet endroit. Shishiya répondit qu'il l'avait repéré grâce à un dessin provenant de la poche d'un homme masqué en cheval. Il s'agissait d'une carte du métro. Shishiya examina longuement la carte jusqu'à comprendre qu'il s'agissait d'un plan du métro. Il déclara que la seule chose certaine était que le personnel présent ici n'était pas constitué des organisateurs du jeu. Il y avait quelqu'un de plus haut placé. Lorsque Usagi demanda qui cela pouvait être, Shishiya supposa qu'il s'agissait soit d'extraterrestres, soit du programmeur ayant créé ce monde. À cet instant, la lumière dans la pièce s'alluma subitement et sur l'écran apparut l'inscription « Émission d'urgence ». Une jeune femme nommée Mira, l'une des responsables de la plage, félicita les joueurs et annonça que toutes les épreuves avec des cartes numériques étaient terminées. C'était désormais au tour des épreuves avec des cartes figurées. Elle déclara que la deuxième phase débuterait demain à midi. En quittant la station de métro, les héros aperçurent des dirigeables ornés de cartes figurées qui flottèrent au-dessus de Tokyo. Le lendemain, exactement à midi, ils se retrouvèrent perplexes car aucun signe du commencement des épreuves ne se manifestait.
Soudain, des voitures apparurent à l'horizon, s'approchant à vive allure. Un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes sortit des véhicules en déclarant qu'ils étaient également venus participer au jeu. Cependant, soudainement, des obus commencèrent à tomber du haut d'un gratte-ciel. Pris de panique, les gens se dispersèrent. Après avoir couru un peu, les principaux héros se cachèrent et réalisèrent que les tirs ne provenaient pas du gratte-ciel, mais d'un dirigeable portant le roi de pique. Au bout de la rue, un homme vêtu d'un costume noir et d'un manteau apparut. Un sedan s'arrêta à côté des héros. C'était Anne, venue leur prêter main forte. Ils sautèrent rapidement dans la voiture, mais Chishiya ne put monter à bord à cause d'une grenade qui venait d'arriver, lui coupant l'accès au groupe. Les héros en déduisirent que l'homme en costume noir était le boss final des épreuves de force et que son arène était toute la ville. Le vaincre ne serait possible qu'en éliminant le jeu, mais pour des joueurs non armés, cela semblait une tâche insurmontable. Pendant qu'ils discutaient du plan, l'homme en manteau noir élimina plusieurs joueurs dans une autre voiture et s'installa lui-même au volant, entamant la poursuite d'Arisu et de son équipe. Anne échangea aussitôt sa place avec le débutant et appuya sur l'accélérateur. La voiture se mit à zigzaguer habilement pour contourner les obstacles, mais le poursuivant ne se relâchait pas et tirait périodiquement avec son automatique. Cependant, Anne heurta accidentellement un véhicule stationné au milieu de la route, attirant ainsi l'attention d'autres joueurs. L'homme en manteau noir se concentra sur eux, offrant à Arisu et aux autres l'occasion de s'échapper. Vers le soir, Arisu remarqua que les coups de feu ne se faisaient plus entendre depuis longtemps et proposa au groupe de chercher de la nourriture. Le débutant et Hikari partirent à la recherche d'une autre voiture, tandis qu'Arisu et Usagi se rendirent dans un magasin pour se procurer des provisions. Arisu trouva des nouilles que Chota aimait, et pendant un instant il fut plongé dans le souvenir de ses amis. Pour détendre l'atmosphère, Usagi décida d'imiter une caissière polie, ce à quoi Arisu remarqua qu'elle arborait un sourire charmant. La jeune femme rougit et une étincelle naquit entre elles. Usagi tomba par hasard sur un magazine contenant un article sur son père et confia à Arisu que celui-ci avait été accusé de falsifier l'ascension de l'Everest avant de disparaître. Elle avoua qu'après cet événement, elle avait commencé à mépriser l'ancien monde. Bien qu'Arisu espérait achever rapidement toutes les épreuves et retrouver sa vie normale où sa famille l'attendait, Usagi ne partageait pas ses sentiments. Arisu lui expliqua qu'il comprenait son ressenti, car lui-même n'aimait pas sa vie d'autrefois, mais qu'après son arrivée ici, il avait réalisé qu'il souhaitait revenir et tout recommencer. Usagi, en revanche, déclara que si on lui en donnait le choix, elle resterait dans ce monde. Sur le chemin du retour, ils furent rejoints par le débutant et Hikari, qui avaient trouvé une voiture. Tôt le matin, Arisu monta sur le toit. Dans le ciel, il aperçut de nombreuses cartes figurées flottantes. Il comprit que toute la ville était divisée en différentes zones d'épreuves et que ces cartes symbolisaient les divers types de jeux. Ce qu'ils avaient vécu la veille représentait une épreuve de force physique, symbolisée par les pics. Arisu savait que leur principal atout résidait dans leur unité pour surmonter les défis. C'est pourquoi les épreuves d'équipe, représentées par les trèfles, constituaient leur meilleure option. Un groupe de 4 personnes se dirigea vers la zone des trèfles. À leur arrivée, ils virent une inscription à l'entrée indiquant que la participation nécessitait d'être 5. Soudain, Suguru fit son apparition, parvenant à survivre pour la 3e fois et portait déjà le 5e bracelet à son poignet. Le groupe ressentit immédiatement du dégoût envers Suguru, car il était leur ennemi. Cependant, il n'avait là pas le choix, puisque le bracelet ne pouvait être enlevé qu'après avoir réussi l'épreuve. À contre-cœur, ils acceptèrent donc d'intégrer Suguru à l'équipe. Les joueurs enfilèrent leurs bracelets et l'équipe de 5 fut enfin constituée. La porte d'accès à la zone d'épreuve s'ouvrit et Arisu ainsi que les autres joueurs y pénétrèrent avec prudence. Lorsqu'ils atteignirent l'espace ouvert situé au centre, 5 autres personnes sortirent en courant d'un conteneur. Leur chef, qui se prénommait Kyuma, se révéla être le roi des trèfles et était un nudiste attaché à la liberté. L'épreuve à venir s'appelait Osmose. Il s'agissait d'une épreuve d'équipe opposée. Les joueurs devaient accumuler des points pendant 2 heures. L'équipe ayant le plus de points à l'issue de ces 2 heures remportait l'épreuve, tandis que l'équipe perdante était éliminée du jeu. Le solde initial de chaque équipe était de 10 000 points, et le minimum de points par joueur était de 100. Il existe 3 manières de gagner des points. Première méthode, le combat. Lorsqu'un joueur d'une équipe affronte un joueur d'une autre équipe, celui qui a le plus de points l'emporte et lui retire 500 points. Si 2 joueurs de la même équipe se tiennent la main, leurs points se cumulent, ce qui peut permettre de battre un adversaire plus fort. Avant le combat, ils ignorent le nombre de points que possède chacun. Deuxième méthode, les objets. À l'intérieur de conteneurs sont dissimulés 6 objets. Le contact avec ces objets rapporte des points, au maximum 3000. La troisième méthode, la base. Aux extrémités de l'arène se trouvent les bases, représentées par des poteaux propres à chaque équipe. Toucher le poteau de l'adversaire rapporte 10 000 points. Si un joueur touche le poteau de sa propre base, ses points deviennent infinis. Autrement dit, en touchant d'abord sa base, puis celle de l'adversaire, il retire à son opposant non pas 500 points, mais 10 000.
Un solde négatif signifie une élimination immédiate du jeu. De plus, les joueurs ayant participé à un combat ou ayant touché la base de l'adversaire deviennent temporairement inactifs. Pour annuler cet effet, ils doivent retourner à leur base et toucher leur propre poteau. Toucher un joueur inactif provoque une décharge électrique. Avant le début du jeu, Arisu demande à Kyuma s'ils pourront retourner dans le monde réel, s'ils passent toutes les épreuves. Le roi des trèfles répond par un long monologue, expliquant que le monde dont parle Arisu est rempli de vanité et d'hypocrisie, alors que Borderland est tout le contraire. Il ajoute qu'on pourrait débattre pour savoir lequel des deux mondes est le plus authentique. Après cela, l'équipe du roi des trèfles s'en va et le jeu commence. Arisu répartit les points de la manière suivante. Le débutant reçoit le minimum, 100 points, et doit garder la base. Ikari et Usagi reçoivent chacune 300 points, car elles sont agiles et courent vite. Arisu et Suguru obtiennent respectivement 4600 et 4700 points, car ils courent plus lentement. Les joueurs sont répartis en paires, l'un avec un score élevé et l'autre avec un score faible. Cela leur permet de combiner leurs points lors d'un affrontement avec un membre de l'équipe adverse, augmentant ainsi leurs chances de gagner et leur capacité à retirer 500 points à l'adversaire. Dès le début, Arisu et Ikari trouvent un objet dans un conteneur, ce qui leur rapporte 2000 points supplémentaires. Cependant, Kyuma les repère et propose un combat. Arisu hésite, mais le roi insiste. Après un bref dialogue, Arisu décide d'affronter Kyuma en 1 contre 1. Étonnamment, Kyuma ne possède que 2000 points, et il perd. Arisu gagne ainsi 500 points pour son équipe. Il s'avère que Kyuma avait réparti ses 10 000 points équitablement entre les membres de son équipe, expliquant qu'en tant que véritable leader, il considérait tous comme égaux. Par la suite, l'équipe d'Arisu capture des adversaires et gagne 500 points supplémentaires. Toutefois, l'équipe de Kyuma reste imperturbable. Il disposait, semble-t-il, d'un atout secret. Peu après, le débutant, qui gardait la base, remarque l'approche de 4 membres de l'équipe adverse. Il touche rapidement sa base, rendant ses points infinis. Les adversaires se précipitent vers la base et le débutant parvient à toucher l'un d'eux, tandis que les 3 autres touchent la base, rapportant à leur équipe 30 000 points. Leur stratégie consistait à sacrifier un joueur pour augmenter le score global de l'équipe. Le roi des trèfles se lamente de la perte de son ami et les équipes se dispersent de nouveau vers leur base. Il reste 1 heure sur le chronomètre. Maintenant, alors que les 3 adversaires ont plus de 10 000 points, Arisu propose d'éviter les duels et de se concentrer sur la recherche d'objets dans les conteneurs. Cependant, l'équipe de Kyuma commence à trouver des objets plus rapidement. Lors d'une nouvelle fouille, Arisu parvient à trouver l'avant-dernier objet, mais il est repéré par Kyuma et une jeune femme de son équipe. Le roi des trèfles déclare qu'en perdant un ami, ils ont prouvé leur volonté de tout sacrifier pour la victoire et qu'il est désormais temps pour Arisu de montrer de quoi il est capable. Ensuite, Kyuma lui retire 500 points. Il reste une demi-heure avant la fin du jeu et l'équipe d'Arisu accuse un retard de 12 000 points. Usagi n'a que 50 points. Et le moindre contact l'élimine immédiatement du jeu. Arisu envisage de réactiver son bracelet en touchant le poteau de sa base, mais il s'arrête et élabore un plan. Il propose d'essayer de toucher le poteau de l'adversaire. Ce geste est risqué, mais il n'existe pas d'autre issue. Les autres hésitent, mais de façon inattendue, Suguru soutient Arisu en premier. Peut-être est-ce parce que ses forces déclinent, comme nous l'avons vu auparavant, il ne tiendra pas longtemps. Le débutant reste en poste pour surveiller la base, tandis que les autres joueurs se dirigent vers la base ennemie. Usagi distrait un adversaire, et entre ceux s'engage une course-poursuite, où elle marche littéralement sur le fil avec ses 50 points. Le joueur était persuadé que s'il touchait son corps, elle serait immédiatement éliminée, mais Usagi parvient à s'échapper de son poursuivant. Pendant ce temps, le trio restant apparaît à la base du roi des trèfles. Profitant de l'état inactif de son bracelet, Arisu inflige une décharge électrique au roi des trèfles qui venait de le toucher. Suguru avance rapidement et touche la base. Après cela, il devient inactif et assène une décharge à un autre adversaire. Cela offre une excellente opportunité à Ikari. Toutefois, le 3e adversaire parvient à se relever et la repousse loin de la base. L'équipe d'Arisu retourne alors à sa propre base. Il reste 15 minutes avant la fin du jeu. Bien qu'ils aient partiellement récupéré des points, l'équipe accuse toujours un retard de 3000 points. Usagi déclare qu'elle continuera à chercher le dernier objet dans les conteneurs, même si cela n'influe pas sur le résultat final. Un peu plus tard, elle parvient à trouver un objet d'une valeur de 2500 points. L'écart se réduit alors à 500 points. Arisu retrouve l'espoir et décide de nouveau d'attaquer la base adverse, quoi qu'il en coûte. Usagi s'apprête à le suivre, mais Suguru l'en empêche. Il a l'air complètement épuisé, sa santé s'étant dégradée. Comme le jeu semble déjà perdu, son côté obscur refait surface. Usagi tente de résister, mais finit par perdre connaissance.
À cet instant, Arisu apparaît et la sauve. Arisu se précipite vers la base ennemie. À mi-chemin, il croise par hasard Kyuma qui se tient près de la mer. Défait de ses émotions, Arisu admet que Kyuma s'est révélé être un bon leader, contrairement à lui, et lui tend la main pour un handshake. Le roi des trèfles, sûr de sa victoire, lui serre la main en retour. Cependant, au moment de leur poignée de main, le score change soudainement. L'équipe d'Arisu gagne 500 points supplémentaires. Il s'avère qu'il y a quelques minutes, Arisu avait remarqué la disparition du débutant de la base. Il le retrouve et apprend son plan. Le débutant possédait encore plus de 10 000 points, parce qu'il avait touché un joueur adverse. Il souhaite retirer son bracelet et le transmettre à Arisu afin de combiner leurs points et ainsi obtenir une chance de victoire. Au début, Arisu était opposé à une mesure aussi radicale, mais voyant la détermination du débutant, il finit par accepter. Le bracelet du débutant fut retiré comme prévu et, lors du contact, Arisu gagna 10 000 points supplémentaires. L'équipe d'Arisu parvint ainsi à battre l'équipe de Kyuma. Le roi des trèfles, conscient de sa défaite, ne manifesta aucune déception. Le dialogue entre les chefs d'équipe se poursuivit et il devint évident que Kyuma n'était pas un habitant local, mais un simple homme, autrefois joueur. Il semblait soulagé et les autres membres de son équipe éprouvèrent également un sentiment de répit. Des rayons laser tombèrent du ciel et l'équipe adverse fut éliminée du jeu. Un dirigeable explosa, signalant à tous dans le voisinage qu'un des boss avait été vaincu. Le soir, Arisu et son équipe firent leurs adieux aux débutants au bord de la mer. Suguru, qui se tenait à proximité, murmura aux débutants qu'il était un imbécile, puis s'en alla discrètement. La scène change pour une autre partie de la ville. Une immense carte du valet de cœur s'illumina, marquant le début de l'épreuve psychologique la plus ardue, à laquelle participe Shishiya. À l'entrée Tukilele Sedaan, tous les joueurs enfilèrent des concealers des colliers dont l'arrière affichait une couleur de carte choisie aléatoirement. Le jeu s'intitule Isolement individuel. 20 personnes y participent. Chaque manche dure 1 heure et 5 minutes avant la fin, les joueurs doivent se rendre dans leur cabine et annoncer la couleur qui leur sera révélée par un autre participant. Les couleurs sur les colliers changent à chaque manche. Pour compliquer encore la tâche, le valet de cœur lui-même se trouve parmi les joueurs. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que le valet de cœur soit découvert ou qu'il reste le dernier participant. Il était interdit d'utiliser des miroirs ou tout autre dispositif similaire. Puisque l'épreuve pouvait se prolonger indéfiniment, les visas des participants étaient gelés et la nourriture ainsi que l'eau étaient illimitées. En somme, le jeu pouvait durer éternellement, obligeant tôt ou tard les joueurs à se trahir mutuellement. Le jeu commença. Comme personne ne pouvait voir sa propre couleur, chaque joueur avait besoin d'au moins un partenaire, bien que presque tous se rencontrassent pour la première fois et qu'il fût difficile de se faire confiance. Un gangster choisit pour partenaire un garçon frêle qu'il surnomma Unsidihi Ontwai Isetwai mais Poussin. Une jeune femme, vêtue comme Alice au pays des merveilles et prénommée Urumui, usa de son charme pour rassembler tout le monde dans une même équipe, maximisant ainsi les chances d'éviter la trahison. Son équipe ne cessait de s'agrandir et même Shishiya se joignit à eux. Au premier tour, personne n'était éliminé. Le deuxième tour débuta et les couleurs sur les colliers changèrent. Les participants durent à nouveau annoncer la couleur des autres. Le comportement du poussin déplut au gangster, car celui-ci refusait de révéler sa propre couleur. Finalement, le poussin tortard déclara que sa couleur était trèfle. Cependant, sur le collier du gangster, la couleur indiquée était carreau. Sûr de lui, le gangster entra dans la cabine et proclama d'une voix forte « Trèfle ». À l'instant suivant, il fut éliminé du jeu. La mignonne Tata était persuadée que le poussin était le valet de cœur et ordonna à son équipe de l'éliminer. La jeune femme en chemise jaune exprima immédiatement son désaccord, mais les autres préfèrent se fier à la mignonne. Lorsque le poussin, désormais sans partenaire, demanda de l'aide, la mignonne déclara que sa couleur était pique. Les visages de ses camarades se crispèrent légèrement, mais personne ne la corrigea, car la couleur du poussin était en réalité cœur. Finalement, le poussin fut lui aussi éliminé. Lors du tour suivant, la mignonne reprit ses intrigues en proposant d'éliminer la fille en jaune qui défendait le poussin. Le scénario se répéta. La mignonne déclara volontairement une couleur erronée pour la fille en chemise jaune et celle-ci fut éliminée. À ce stade, la femme froide de l'équipe de la mignonne devint de plus en plus anxieuse. Elle s'adressa aux étrangers pour obtenir confirmation de sa couleur, mais ces dernières la conduisirent intentionnellement en erreur et elle quitta elle aussi le jeu. Peu après, l'homme chauve et la bante la mignonne se désignèrent mutuellement des couleurs fausses, tandis que les deux autres membres de l'équipe se turent. En conséquence, l'homme chauve et la bante mignonne furent éliminés. Après plusieurs tours, parmi les 5 joueurs restants, Shishiya se retrouva le seul sans partenaire.
Il ne lui restait qu'à annoncer la couleur de l'homme aux cheveux longs, espérant une réciprocité. Cependant, l'homme s'en alla simplement, puis se retourna soudainement et déclara « Command, cœur ». Chichia comprit immédiatement qu'il avait menti. Il s'approcha d'une femme élégante qui prenait de la nourriture et annonça sa couleur, puis demanda si la sienne était trèfle. Mais la femme élégante s'en alla sans un mot. Chichia se retrouva alors dans une situation difficile. Il ne connaissait pas sa propre couleur. Au début du compte à rebours, tous les joueurs entrèrent dans des cabines séparées. Chichia, se basant sur les propos de la femme élégante et de l'homme aux cheveux longs, exclut les options trèfle et cœur. Le reste dépendait de son intuition. Une fois le compte à rebours terminé, un silence s'installa dans le couloir. Puis une porte métallique s'ouvrit. L'homme aux cheveux longs en sortit et se mit à rire, persuadé d'avoir gagné. Mais quelques minutes plus tard, une autre porte s'ouvrit. Chichia sortit alors de sa cabine et dit à l'homme aux cheveux longs qu'il avait toujours soupçonné qu'il était le valet de cœur. Avant que ce dernier ne puisse se justifier, l'homme en chemise bleue et l'homme élégant sortirent également de leur cabine. Le jeu, qui aurait pu durer une éternité, se termina en une seule nuit. L'homme en chemise bleue et l'homme élégant décidèrent d'interroger l'homme aux cheveux longs afin de recueillir des informations sur le Game Master, mais leur plan échoua. Le valet de cœur s'élimina lui-même du jeu. Chichia s'en alla et le dirigeable fut détruit. Nous revenons au groupe principal. Hikari partit à la recherche de son partenaire Chichia, laissant Harisu et Usagi ensemble. Usagi, toute positive, dit à Harisu qu'ils doivent aller chasser. Les gars chassent des lapins et, bien qu'ils n'en attrapent aucun, l'atmosphère se détend entre eux. Soudain, un coup de feu retentit et les héros découvrent un campement rempli de personnes. Parmi elles se trouve un homme vivant qui leur parle d'une pellicule dans une voiture. Harisu et Usagi montent dans la voiture et constatent qu'il s'agit d'un studio photo. Ils visionnent ladite pellicule, les images documentées dans la vie d'un homme dans ce monde dystopique. Un jour, en ville, il rencontra Anne. La jeune femme remarqua que l'eau regorgeait de poissons et que les plantes poussaient de manière anormalement rapide, comme si les habitants de Tokyo avaient disparu non pas il y a un mois, mais depuis plusieurs dizaines d'années. Anne en conclut que le temps s'écoule différemment ici. À la fin de la vidéo, l'homme rejoint des personnes du camp qui expliquent que tous ceux qui étaient en vie avant d'entrer dans Borderland avaient vu des feux d'artifice. Mais il y a une fille qui se souvient mieux du jour du transfert, car enfant, on lui avait pratiqué une opération durant laquelle un petit trou avait été percé dans son crâne. La fille commence à raconter qu'en réalité, il ne s'agissait pas de feux d'artifice, et lorsqu'elle veut poursuivre son récit, un coup de feu retentit. C'était le roi de pique. L'enregistrement s'interrompt brusquement. Quelques minutes plus tard, le roi de pique retrouve Harisu et Usagi. Pris de panique, il s'enfuit dans la forêt. Harisu détourne le roi de pique pour sauver Usagi, mais finalement quelqu'un abat Harisu. Lorsqu'il reprend conscience, une fille avec un arc nommée Eia se tient à ses côtés. Elle l'a abattu pour qu'il ne se promène pas sans cesse et n'attire pas l'attention du roi de pique. De plus, il s'avère que la fille ne travaille pas seule. Harisu s'enfonce dans la jungle et découvre Aguni, qui lui propose un partenariat pour éliminer le roi de pique. Plus tard, Aguni trouve un excellent emplacement pour tendre une embuscade dans la forêt, planifiant d'éliminer le roi de pique pendant la nuit. Une fois la nuit tombée, Harisu est assis près de sa tente, tremblant, arme en main. Le roi de pique arrive effectivement. Malgré de nombreux coups de feu, il se relève, probablement grâce à un gilet pare-balles. Aguni engage alors une fusillade avec le roi de pique, mais la différence d'équipement joue en sa défaveur. Aguni est blessé et perd connaissance. La fille parvient tant bien que mal à le sauver, tandis qu'une explosion de grenade projette Harisu d'une falaise. La fille se cache avec Aguni, le roi de pique conclut qu'ils se sont enfuis et s'en va. Lorsque Harisu reprend conscience le lendemain, il se retrouve à nouveau seul et n'a d'autre choix que de partir à la recherche d'Usagi. En chemin, il voit d'autres joueurs faire exploser un dirigeable, remportant ainsi la victoire sur la Dame de Carreau. Peu à peu, Harisu parvient jusqu'à un recoin reculé de la ville, envahi par la végétation. On montre également Anne, qui s'enfonce dans la forêt. Après plusieurs jours de marche, elle gravit une haute montagne et comprend qu'ils ne sont définitivement plus dans le Tokyo d'origine. Hikari, de son côté, ne reste pas inactive. Elle participe à une épreuve du valet de pique, rappelant un club de combat. Malgré de multiples blessures, la jeune femme en sort victorieuse. Usagi, tout en cherchant de la nourriture dans un immeuble résidentiel, rencontra un adolescent. La jeune femme lui expliqua que ses parents avaient été éliminés lors des épreuves et que son visa allait bientôt expirer. Usagi décida de l'emmener avec elle pour participer ensemble à l'épreuve de la reine de pique. Sur l'arène, elle rencontra Harisu,
qui était venu ici parce qu'il savait que Usagi choisirait probablement l'épreuve de pique, étant donné qu'elle excellait dans les défis physiques. Les deux se retrouvèrent et Usagi présenta à Arisu le garçon qu'elle avait rencontré. L'épreuve du jour s'appelait échecs et maths. 16 joueurs devaient en jouer contre l'équipe d'une dame composée de 4 personnes. Dans chaque équipe se trouvait le soi-disant roi, que la dame choisissait elle-même. Dans son équipe, elle se désigna comme reine, tandis que dans l'équipe des joueurs, elle choisit le garçon qui semblait le plus faible. Ainsi, la reine et le garçon devinrent les rois de leur camp respectifs. Les règles du jeu étaient les suivantes. Les équipes jouaient à tour de rôle pendant 16 manches, chacune durant 5 minutes. Pendant le tour d'une équipe, ses membres attrapent les joueurs de l'autre équipe. Si un joueur est semblé capturé, il ne peut plus bouger jusqu'à la fin du tour, et au tour suivant, il commence à jouer du côté de la dame. L'équipe qui, au final, compte le plus de joueurs remporte la partie, et les membres de l'équipe perdante sont éliminés du jeu. La seule exception était que le roi et la dame ne pouvaient maintenant pas changer de camp. Dès que tout le monde enfila son équipement, le jeu commença officiellement. L'équipe de la reine de pique était bien préparée et, dès le premier tour, captura 5 joueurs de l'équipe du garçon. Ils utilisèrent non seulement la force physique, mais aussi la pression psychologique, affirmant que ceux qui voulaient survivre devaient volontairement rejoindre leur équipe. Ainsi, presque tous les joueurs de l'équipe bleue rejoignirent s'accotant à l'équipe de la reine de pique. Après 10 tours, il ne restait dans l'équipe bleue qu'Arisu, Usagi et le garçon. Mais ils ne pouvaient pas abandonner, car la défaite signifierait que le garçon serait éliminé du jeu. Avant les derniers tours, la reine déclara à son équipe qu'ils avaient déjà gagné, mais qu'il lui fallait un nombre pair de joueurs, c'est pourquoi elle voulait capturer Arisu. La dame se mit alors à chercher Arisu, ignorant complètement Usagi, montrant que cette dernière ne l'intéressait pas. Au cours du nouveau tour, nos héros commencèrent à se rattraper et Usagi captura immédiatement 3 joueurs. Cependant, ces joueurs restaient loyaux à l'équipe de la reine de pique. Usagi leur expliqua que cela ne leur rapporterait qu'une victoire temporaire et qu'ensuite ils seraient confrontés à d'innombrables nouvelles épreuves. Elle leur rappela qu'ils ne pourraient retourner dans le monde réel qu'en remportant toutes les cartes, y compris la reine de pique. Certains joueurs commencèrent à douter, affirmant que le monde réel était plein de mensonges et de trahisons. Usagi admit qu'autrefois, elle pensait de même, mais que, malgré ses défauts, le monde réel était leur véritable foyer. Ces paroles convainquirent dans l'équipe. Le 15e tour commença. L'équipe motivée du garçon transféra tous les joueurs restants de l'équipe rouge vers l'équipe bleue, à l'exception bien sûr de la reine de pique. Finalement, ils remportèrent la victoire. Après l'épreuve, Arisu, souhaitant obtenir de la reine de pique des informations sur ce monde, ne reçut en réponse que le silence. La reine lui conseilla simplement de passer toutes les épreuves le plus rapidement possible, afin de découvrir la vérité par lui-même. Puis donc, sous les yeux de tous, elle sauta du bâtiment et fut éliminée du jeu. Sur le chemin du retour, Arisu et Usagi discutaient de leur désir de rentrer ensemble chez eux. Soudain, ils tombèrent sur un stade en ruine. L'eau y était encore chaude et ils décidèrent de s'y baigner. Chacun profitait de son propre bassin. Tout à coup, Usagi appela Arisu depuis le bassin voisin. Arisu se précipita pour découvrir ce qui se passait. Sur le rivage, 2 éléphants apparurent. Leur aspect apaisant les détendit et les deux s'embrassèrent pour la première fois. Cependant, Arisu remarqua un squelette sous les décombres et ils décidèrent de s'éloigner. Pendant ce temps, dans la cour suprême, Shishiya participait à un jeu mathématique organisé par le roi de carreau, qui s'était révélé être le 2e joueur venu de la plage. Le jeu s'intitulait Beauté. Le nombre de joueurs était de 5. Les règles étaient les suivantes. Pendant 3 minutes, chaque participant devait choisir un nombre entre 0 et 100. La moyenne des nombres choisis par les 5 joueurs était multipliée par 0,8 et le gagnant était celui dont le nombre était le plus proche de ce chiffre. Les perdants perdaient en un point. Au premier tour, c'est le roi de carreau qui gagna. Au 2e tour, il remporta de nouveau la victoire. Ensuite, les biographies des participants furent présentées. L'homme en chemise avait autrefois travaillé à la bourse. Einstein, qui avait un tic nerveux, était mathématicien. Le roi de carreau avait été avocat dans le passé. Shishiya, comme nous le savons, était un génie tout comme Arisu. Enfin, la jeune femme était une naïve qui jouait au hasard, mais grâce à sa chance, elle remporta le 3e tour, car tous, à l'exception d'elle, avaient en choisi de petits nombres, tandis que Shishiya avait opté pour 100. Au 10e tour, Einstein et l'homme en chemise enregistrèrent chacun une perte de 9 points, le roi de carreau perdit 4 points, la naïve perdit 6 points et Shishiya perdit 7 points. Le 10e tour fut remporté par le roi de carreau. Einstein et l'homme en chemise furent éliminés du jeu. Restant à 3, le roi de carreau ajouta de nouvelles règles. Première règle, si 2 joueurs choisissaient le même nombre, ils perdaient un des points. Deuxième règle, le joueur ayant deviné le nombre final obligeait les perdants à perdre immédiatement 2 points.
Chichiya réussit à deviner le nombre final et la naïve fut éliminée du jeu. Par la suite, de nouvelles règles furent instaurées. Si un joueur choisissait 0, l'autre remportait la manche en choisissant 100. Grâce à cela, Chichiya eut une chance de gagner, car autrement le roi de carreau aurait pu choisir constamment 0 et l'emporter. Nous plongeons ensuite dans un flashback du roi de carreau. Alors qu'il travaillait encore comme avocat, on lui avait chargé de gagner une affaire dont l'issue devait nuire à des innocents. Son collègue le persuada que dans ce monde, il n'existait ni égalité ni justice, et que tout était régi par l'argent et le pouvoir des riches et des influents. Le roi de carreau demanda alors à Chichiya ce qu'il ferait s'il disposait d'1 million de dollars. Chichiya répondit qu'il distribuerait cet argent aux orphelins et aux malades. Puis un flashback de Chichiya fut montré. Il s'avère qu'autrefois, il était médecin, mais les soins hospitaliers étaient réservés avant tout aux riches. On découvre que le roi de carreau et Chichiya travaillaient dans un système identique, où la justice n'avait aucune place. Chichiya déclare ouvertement au roi de carreau qu'il a choisi le nombre 100. Désormais, le roi de carreau doit lui-même décider de la valeur de la vie de chacun. Cela rend l'épreuve complètement inéquitable et le plonge dans une crise morale. Dans un flashback du roi de carreau, on lui montre le moment où il voulait abandonner l'une des épreuves, mais fut sauvé par Takuma, ce même garçon issu de l'épreuve. On voit également un souvenir où Momoki affirme qu'elle avait elle-même décidé de se retirer du jeu afin de ne plus aider les organisateurs. Le roi de carreau confie à Chichiya qu'il lui a rappelé qui il était vraiment. Souriant, le roi de carreau s'élimine du jeu. Chichiya choisit 100, le présentateur choisit 0, et de cette façon, il remporte la victoire. Dans l'épreuve de la reine de trèfle, Hikari et Anne se rencontrèrent de manière inattendue. Ces deux fortes participantes unirent leurs forces et, comme prévu, remportèrent l'épreuve. Un à un, les drapeaux des épreuves s'éteignirent et tombèrent, et dans le ciel ne restaient que les dirigeables du roi de pique et de la dame de cœur. Dans une ville abandonnée, Arisu rencontra soudain Chichiya. Ce dernier déclara qu'il avait quelque chose d'important à lui dire, mais Suguru apparut subitement et tira sur Chichiya. Conscient de sa mort imminente, Suguru proposa à Chichiya un duel loyal et lui tendit un pistolet. Chichiya accepta le défi. Un duel à 3 s'engagea. Suguru contre Chichiya et Arisu. Suguru affirma que chacun ici était un paria, aspirant à la reconnaissance, tout en ne pensant qu'à sauver sa propre vie. Arisu, après avoir réfléchi à ces paroles, répondit que, même s'il avait été ainsi autrefois, tout avait changé désormais. Puis il baissa son fusil et sortit volontairement de sa cachette, déclarant que si Suguru voulait l'éliminer du jeu, qu'il le fasse. Ces mots touchèrent en Suguru qui refusa de presser la détente. À cet instant, Usagi apparut soudainement. La haine dans le cœur de Suguru se ralluma, mais au moment décisif, Chichiya s'avança et se porta le coup à la place d'Usagi. Arisu n'eut d'autre choix que d'éliminer Suguru du jeu. Avant de partir, Chichiya déclara qu'il détestait les gens prêts à se sacrifier pour autrui, mais qu'après avoir rencontré Arisu, il avait lui aussi désiré devenir ainsi. Suguru affirma qu'il était devenu ce qu'il est, non par choix, mais à cause des circonstances de son enfance, et que, à sa place, n'importe qui serait devenu pareil. Soudain, un dirigeable du roi de pique apparut au-dessus des héros. D'autres personnes accoururent, parmi lesquelles Anne et Hikari. Les 4 se réunirent tôt de nouveau, et leur objectif principal devint l'élimination du roi de pique. Ensuite, le roi de pique fit son entrée. Dans le désordre, un jeune homme quelconque conduisant une voiture renversa accidentellement le roi de pique, mais cela ne l'arrêta pas. Il sortit des décombres en flammes, retira son manteau et son masque. Soudain, une flèche parvint dans sa main. Pour la bataille temps finale, Heiya et Aguni se joignirent à lui. Dans leur refuge, Aguni compta les munitions restantes et rappela à tous d'en économiser. Hikari sort une bombe au kérosène faite maison que Chichiya lui avait donnée autrefois. Arisu élabore alors un plan. Il remarque en face de la rue une pharmacie et décide que si on la remplit de fumée aérosol, l'effet de la bombe au kérosène serait considérablement renforcé. Cependant, quelqu'un doit attirer le roi de pique à l'intérieur. Aguni se porte volontaire pour servir d'appât, mais Usagi estime que les chances de succès sont trop faibles pour une seule personne. Elle propose que tous les joueurs agissent ensemble. Le groupe se met donc au travail. Tandis que tous distraitent le roi, Arisu remplit la pièce de gaz. Pendant la bagarre, l'équipe oblige même le boss à retirer son gilet pare-balles. Au début, leur combat semble assez réussi. Mais les compétences de combat du roi de pique s'avèrent supérieures. Heiya, qui protège Aguni, est éliminé du jeu, suivi d'Anne. Aguni entre alors en mode berserk et attaque le roi de pique, lui brisant la mâchoire.
Malgré tous ses efforts, Aguni perd le combat. Il est sur le point d'être éliminé, mais Ikari vient à son secours. Ensuite, Usagi attaque le roi de pique. À ce moment, Aguni prend une cartouche pour tirer sur le roi. La bataille dans le ruelle se termine par un tir simultané entre Aguni et le roi de pique. Aguni rate sa cible. Arisu apparaît alors, ayant déjà tout préparé, mais il découvre un tableau des plus décourageants. Presque tous ses compagnons sont tombés. Il n'a plus d'autre choix que d'attirer lui-même le roi de pique dans la pharmacie. Cependant, le rusé roi de pique sent la piège et hésite à l'entrée, mais au moment décisif, Aguni, toujours en vie, pousse de toutes ses forces le roi de pique dans la pharmacie. Arisu et Aguni parviennent à sauter par la fenêtre de la pharmacie, puis font exploser la bombe au kérosène à l'aide d'un tir de pistolet. Lorsque tout se calme, Aguni sort des décombres et s'approche du roi de pique, éliminant définitivement le plus puissant des méchants du jeu. L'épreuve avec le roi de pique est enfin terminée. Aguni tente ensuite de s'éliminer lui-même, mais un fantôme de son ami, le chapelier, apparaît et lui demande de prendre soin de lui. Il ne reste plus qu'une dernière épreuve, celle de la reine de cœur. La voix du système annonce que la finale débutera bientôt. Arisu et Usagi se dirigent lentement vers le terrain de jeu pour s'enregistrer. Soudain, la reine de cœur se révèle être Mira. Elle annonce que l'épreuve s'intitule Marteau Ball. 3 personnes se tiennent sur une pelouse artificielle sur le toit, entourées d'un décor somptueux. Mira lance le premier tour. La finale se révèle être une partie de croquet, rappelant un peu le golf. Arisu observe comment la reine de cœur joue le premier tour et finit par comprendre les règles. Cela s'avère plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Mira remporte la première manche. Arisu en déduit que Mira étire volontairement l'épreuve car Usagi se détériore de plus en plus. Au second tour, Arisu gagne. Mira déclare qu'elle est fatiguée et invite tout le monde à prendre le thé, expliquant que selon les convenances, un thé est une partie intégrante de l'épreuve, bien qu'Arisu ait insisté pour continuer le jeu. Pendant le thé, Arisu tente de savoir s'ils retourneront dans le monde réel à la fin du jeu. Mira lui répond qu'il découvrira tout à la fin. Arisu suppose alors que Mira ne sait rien du véritable monde. Mira affirme le contraire et décide de leur révéler la vérité sur ce jeu. Elle explique que l'humanité a fait un grand pas en avant, et que la réalité virtuelle, avec ses avatars, est devenue une partie intégrante de la vie des gens. Selon elle, Arisu, Usagi, tous leurs amis et les autres joueurs se trouvent désormais dans une réalité virtuelle. L'immersion est si profonde qu'ils ne se souviennent même plus comment ils sont arrivés ici. Mira précise que les gens ont perdu tout intérêt pour la vie et ont commencé à créer ce genre de jeu pour se divertir. Elle affirme également qu'elle est elle-même l'administratrice du système. Mais dès la seconde suivante, Mira éclate de rire, déclarant que tout ce qu'elle vient de raconter n'est que son invention. Puis elle propose une nouvelle vérité. Tout ceci est l'œuvre d'extraterrestres qui, il y a plusieurs dizaines d'années, sont arrivés sur Terre, ont effacé la mémoire des hommes et les ont forcés à participer à ces jeux pour leurs expériences. Cependant, Mira recommence à rire, affirmant que même cette version est fausse. Elle se tourne alors vers Arisu et lui dit « Choisis n'importe quelle version ». Arisu comprend alors que la jeune femme ne connaît en réalité pas la vérité. Mira mentionne qu'il est impossible de sortir de ce monde et commence à parler de ses amis éliminés, ceux qu'Arisu chérissait le plus. Elle avoue qu'elle est la créatrice du jeu de la 7 de cœur dans le but de les séparer. Arisu, submergé par la haine, saisit une arme et vise Mira, prêt à l'éliminer, mais Usagi l'arrête. Au dernier moment, Arisu parvient à garder son sang-froid, conscient que s'il élimine la reine de cœur maintenant, les 3 manches du marteau-bol ne se termineront jamais. Arisu exige la vérité en demandant si ce monde est réel ou virtuel. Finalement, Mira répond sincèrement que tout cela n'est que l'imagination d'Arisu. Elle ajoute qu'en réalité, le monde du jeu est entièrement conçu par Arisu. Mira affirme être sa médecin traitante, sa psychiatre, et que, malgré son oubli, il est en train de suivre une thérapie. Usagi tente de raisonner Arisu en insistant sur le fait qu'elle est réelle et bien réelle. Mira poursuit en racontant que le jour où les amis d'Arisu furent tués dans un accident de la route, le choc lui fit perdre la mémoire. C'est à ce moment précis qu'Arisu se réveilla dans un hôpital psychiatrique et se rappela le jour où lui et ses amis se retrouvèrent à un carrefour de Tokyo. Karube et Shota furent effectivement percutés par une voiture. À l'hôpital, Arisu vit Usagi, qui se révéla être également patiente dans ce même établissement. Mira sortit 2 comprimés et ordonna à Arisu de les avaler, mais Usagi renversa un verre contenant les pilules sur le sol. À première vue, on pourrait penser que toute la série est la fantaisie du héros d'un hôpital psychiatrique, mais cette version s'avéra également fausse. La scène revient sur le toit. Usagi perd connaissance. Arisu saisit la main de la jeune femme et lui dit qu'il ne veut pas la perdre. Mira, en voyant cela, laisse échapper une larme et soigne Usagi.
Puis, elle propose de clore le jeu de croquet. Arisu remporte le 3e tour. En félicitant Arisu pour sa victoire, la reine de cœur annonce qu'il découvrira bientôt toute la vérité, puis quitte immédiatement le jeu. Un feu d'artifice se déclenche dans le ciel en l'honneur de leur victoire. La voix annonce que tous les joueurs survivants ont le choix, devenir citoyens de Borderland ou refuser. Arisu opte pour le refus. À l'instant suivant, il est transporté dans le présent et nous voyons le début de la première série. Outre la trinité d'amis, se trouvent ici Usagi, Chishiya, Hikari, Aguni et tous les autres. Karube, comme dans la première série, prend Arisu sur ses épaules et l'accompagne directement au centre du passage piéton, tandis que Shota les filme avec son téléphone. En voyant les policiers, les trois s'enfuient enfin dans le métro. Et à cet instant, quelque chose ressemblant à une comète apparaît soudain dans le ciel et une partie de la ville est balayée. Voici la véritable vérité. Il s'avère qu'un météorite était tombé sur Tokyo. Lorsque Arisu reprend connaissance à l'hôpital, son frère cadet lui raconte que le cœur d'Arisu s'est arrêté pendant 1 minute lors du sauvetage. Il explique que durant cette minute, Arisu est entré dans Borderland. Arisu avait l'impression d'avoir passé plusieurs mois dans un autre monde, alors qu'en réalité, seule 1 minute s'était écoulée. À l'hôpital, Arisu retrouve Usagi. Il sent immédiatement qu'il la connaît. Il s'approche d'elle et l'invite à se promener. Usagi pense d'abord que le garçon essaie de la draguer, mais elle finit par lui faire comprendre qu'elle n'est pas opposée à cette idée et accepte avec joie son invitation. Le soleil brillait sur l'herbe verte. À cet instant, une légère brise dispersa les cartes à jouer sur la table, ne laissant subsister que le dernier joker,